En ce moment, je veux vous montrer cela à l'écran. L'Iran a exécuté publiquement 3 personnes par pendaison publique, toutes arrêtées lors de la répression brutale du régime contre les manifestants il y a quelques mois. Jetez un coup d'œil à cette publication qui vient du New York Post. L'un d'eux était le champion de lutte de 19 ans, Soleim Hamad, qui aurait été torturé pour avouer le crime de faire la guerre contre Dieu. La République islamique d'Iran a ignoré l'avertissement du département d'État des États-Unis de ne pas procéder aux exécutions. Un avertissement que le président Trump avait également émis ces derniers mois. Des rapports en provenance d'Iran indiquent que les 3 ont été exécutés lors d'une pendaison publique. Maintenant, je voudrais inviter Jonathan Rui, membre du JINSA, à nous en dire beaucoup plus à ce sujet. Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de nous aider à analyser cette affaire. Merci de m'accueillir, heureux d'être de retour. Et avant tout, je voulais commencer par vous demander quel message l'Iran essaie apparemment de faire passer en procédant à ces exécutions publiques, dans des endroits où beaucoup de gens peuvent regarder. Cheers. Oui, cette nouvelle est d'autant plus horrible qu'elle n'est malheureusement pas surprenante. C'est quelque chose que le régime iranien faisait en temps de paix. Je crois qu'ils étaient le 2e plus grand bourreau de leurs citoyens dans le monde, souvent de façon grotesque et publique. Pour faire passer un message, ce sont clairement les actions d'un régime qui sait que son propre peuple est devenu son ennemi numéro 1. Et je pense aussi que cet incident en particulier est emblématique du message plus large du régime, à savoir que dans cette guerre, nous gagnerons en persévérant, en étant plus violents que jamais auparavant. Cela peut être vu dans ces exécutions et dans les remplacements par le régime de hauts responsables tués lors des frappes aériennes des États-Unis et d'Israël depuis le début de la guerre. Du guide suprême aux fonctionnaires de niveau intermédiaire, tous sont remplacés par des personnes qui, à coup sûr, sont moins compétentes ou respectées dans le système iranien. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de montrer que le régime iranien double la mise sur la résistance. Nous ne céderons pas et nous rendrons cette guerre plus longue et plus douloureuse que ce que nos ennemis peuvent supporter. Nous savons aussi que, il y a plusieurs mois, lorsque les protestations prenèrent de l'ampleur et que nous voyions des milliers de personnes envahir les rues, il y a eu des discussions au sujet de ces exécutions et le président Trump a déclaré qu'il avait parlé avec les autorités là-bas et que ces exécutions n'auraient pas lieu. Mais maintenant, avec ces informations qui émergent, quelle sera la réponse du président Trump? Pensez-vous qu'il va répondre? Alors oui, je pense que, vous savez, nous sommes dans un contexte un peu différent maintenant, étant donné que la guerre est déjà en cours. Vous savez, je pense que le président Trump en ce moment a beaucoup de priorités sur lesquelles se concentrer. La priorité numéro 1 est d'essayer d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de réduire les capacités militaires de l'Iran à menacer le transport maritime international. Vous savez, mais je pense que ce que nous voyons maintenant concernant le comportement interne de l'Iran fait partie d'une tendance plus large, qui jusqu'à présent a été en grande partie menée par les Israéliens, qui consiste tout d'abord à essayer d'utiliser les incroyables capacités de collecte de renseignements d'Israël pour localiser et éliminer des officiers iraniens, et c'est l'une des réactions du régime iranien à cela. Mais aussi, vous savez, utiliser ces exécutions comme un moyen d'envoyer un message au peuple iranien, que nous, les États-Unis et Israël, vous savez, soutenons leurs efforts pour mettre fin à ce régime, comme Trump et Netanyahou l'ont dit dès le début. Les opérations des États-Unis et d'Israël visent à éroder et à dégrader les capacités militaires de l'Iran, utilisées tant pour déstabiliser la région que pour réprimer leur propre peuple. Au fur et à mesure que ces personnes seront éliminées, nous espérons que le peuple iranien, comme l'a dit Trump, reprendra son gouvernement. Nous devons donc nous attendre à voir davantage de ces manifestations, car, encore une fois, nous avons vu cela pendant des semaines et des semaines, avec de nombreuses personnes dans les rues. Je veux vous montrer cette vidéo pour que vous voyiez des images d'il y a quelques mois. Nous devons nous attendre à ce que des scènes comme celle-ci se reproduisent dans les prochains jours, semaines et mois. Je pense que, sans aucun doute, nous devons nous attendre à ce que les manifestations ne disparaissent pas. Le peuple iranien a montré que, malgré toutes les choses horribles que le régime fait au pays, y compris exécuter et tirer dans les rues sur des milliers, peut-être des dizaines de milliers de manifestants iraniens, au début de cette année, le peuple iranien sait que ce n'est qu'une question de temps avant la chute du régime.
Je pense que l'un des développements intéressants que nous avons vus récemment, c'est que maintenant, les États-Unis et Israël ont obtenu la supériorité aérienne sur l'ouest de l'Iran, du moins là où se trouvent les principales zones urbaines. Israël dispose de ce qu'ils appellent une capacité stand-in pour utiliser de petits drones d'attaque afin de surveiller et d'éliminer les postes de contrôle du Basij, les forces de sécurité intérieure. Ce que nous avons vu crée une nouvelle équation et force vraiment le régime à reconsidérer sa position. Comment brutaliser leur propre peuple, quelque chose qui n'est jamais loin de leur esprit, même lorsqu'ils mènent une guerre extérieure pour assurer leur survie. D'après ce que nous comprenons de la situation, est-il possible que quelqu'un ait un procès équitable là-bas en Iran? Parce que nous avons entendu des militants des droits de l'homme dire que ce combattant a été contraint d'avouer qu'il s'était opposé à Dieu, et je veux dire, il y a tellement de questions à ce sujet, alors est-il même possible d'avoir un procès équitable? Certainement pas, et c'est intentionnel. Comme vous l'avez dit, une offense contre Dieu, c'est comme une théocratie. Comment la République islamique pense-t-elle que les choses fonctionnent? Cela ressemble à de nombreux régimes totalitaires, comme l'Union soviétique, l'Allemagne nazie ou la Chine d'aujourd'hui, où le principal objectif est d'empêcher les gens d'avoir un procès équitable, même s'ils espèrent obtenir justice et demander quelque chose de juste. Le gouvernement, pour leurs plaintes légitimes, le régime de la République islamique cesse d'exister et commence à signer sa propre condamnation à mort. Nous avons vu cela dans la réponse du régime aux manifestations au début de cette année, lorsque le peuple iranien est descendu dans la rue en disant « Nous voulons de l'eau, de l'électricité et une monnaie qui ne se déprécie pas ». Au lieu d'écouter les plaintes, le régime a utilisé la répression militaire et la force létale pour massacrer des gens dans les rues, des plaintes et des manifestations à grande échelle. Au lieu d'écouter les plaintes, il a utilisé la répression et a visé la présidence. Ils ont été arrêtés. Message après message lui a été attribué. Plutôt, une nouvelle menace contre le président Trump et Sibash Reis, et bien sûr, aussi contre Israël. Mais sait-on vraiment si c'est lui qui fait ces déclarations? Mais justement, vous savez, je pense que nous, comme l'a dit le président Trump, il le peut. Mojtaba, nouveau guide suprême et fils d'Ali Khamenei, aurait pu être blessé lors des frappes aériennes américaines ou israéliennes, selon ce que nous avons entendu. Au début de la guerre, de nombreux rapports affirmaient qu'il avait été tué lors des mêmes attaques que son père. Mais, comme vous l'avez dit, il est là essentiellement pour être une figure symbolique, un symbole, à la fois pour le monde extérieur et plus important encore, pour le peuple iranien. Que le régime est là pour durer, que le régime n'adoucira pas ses politiques, même sous la pression d'une grande attaque. Mais une chose que nous voyons maintenant et qui était déjà en cours avant la guerre, est-ce que les gardiens de la révolution, le CGRI, contrôlent vraiment tout? En coulisses, ils contrôlaient déjà une grande partie de l'économie. Avant la guerre, ils étaient responsables de la répression du peuple iranien et maintenant, en pleine guerre, le CGRI prend le contrôle du pays. Mojtaba, le nouveau guide suprême, peut être aussi bien le porte-parole de cela que n'importe quoi d'autre. Et demain, cela fera 3 semaines que tout cela a commencé avec l'opération Fureur épique. Alors, qu'allez-vous exactement observer au cours des prochaines heures et des prochains jours? Alors, je pense que cela a probablement déjà été beaucoup dit, mais les opérations approchent d'un point d'inflexion, je ne crois pas qu'elles soient au point de culmination. Il y a encore beaucoup à faire pour les États-Unis et Israël. Mais je pense que, étant donné le succès opérationnel des dernières semaines, en éliminant les défenses aériennes et les missiles de l'Iran, nous nous tournons maintenant vers la neutralisation de ses capacités maritimes. L'objectif est d'empêcher qu'ils continuent de menacer le détroit et d'essayer de le fermer, même s'ils n'ont pas encore vaincu la marine américaine dans une bataille directe. Je crois que cela sera un centre de gravité, même si ce n'est pas le point focal pour l'instant. Pour que le président Trump et le premier ministre Netanyahou puissent déclarer cette guerre comme un succès, même sans l'effondrement du régime. Ils devront montrer qu'ils ont neutralisé de manière significative le programme nucléaire de l'Iran, au-delà des sites touchés au début de la guerre. Et en juin, cela exigera des décisions directes et difficiles sur la manière d'attaquer certains sites secrets en Iran qui sont souterrains. Les Américains envisagent d'envoyer des Marines et autres forces pour des opérations dans le détroit, le Golfe ou sur l'île de Karg.
C'est vital, mais la grande question est de savoir si des forces terrestres seront nécessaires pour s'occuper de ces installations nucléaires souterraines iraniennes qui n'ont pas été touchées lors de ce conflit, ou l'année dernière. Et avant de te laisser partir, encore une question. Nous avons entendu des responsables des Émirats arabes unis parler de drones lancés par l'Iran qui ont survolé la région. La situation est similaire pour de nombreux États arabes du Golfe. Qu'est-ce que cela te dit ? Le fait que l'Iran ne se contente pas de tirer sur Israël, mais vise aussi des responsables et des opérations des États-Unis dans ces pays arabes du Golfe. Je pense que cela touche à la racine de la façon dont la stratégie de l'Iran est différente dans cette guerre par rapport au conflit précédent avec les États-Unis et Israël. L'Iran a clairement indiqué qu'il considère cette guerre comme une lutte pour la survie du régime. Et les restrictions précédentes concernant l'étendue des cibles ou la durée pendant laquelle ils sont réellement prêts à se battre, toutes ces restrictions ont maintenant disparu. Iraniens. Nous voulons que les États-Unis ressentent la douleur directement et indirectement. Il n'y a qu'une certaine limite de dégâts que l'Iran peut infliger à nos forces militaires. C'est pourquoi ils attaquent en les points faibles, visant la détermination des alliés du Golfe à résister, même lorsque leurs économies et leurs moyens de subsistance sont étranglés. Et nous ne devons pas non plus sous-estimer l'aide que l'Iran reçoit de la Russie, qui cible les autorités, les ambassades, les consulats et les principales capacités militaires américaines dans la région. Je m'attends à ce que les Iraniens continuent ainsi aussi longtemps qu'ils le pourront, surtout parce que, même si leurs missiles sont systématiquement abattus, ils ont montré que si quelques drones parviennent à passer, ils peuvent causer des dégâts disproportionnés, et cela fait partie du but plus large de l'Iran. Jonathan Rui du JINSA, merci d'avoir discuté avec nous. Y a-t-il quelque chose que nous avons oublié ? Je sais que nous avons couvert beaucoup de choses, mais y a-t-il quelque chose que tu aimerais mentionner avant que je te laisse partir ? Je dirais qu'une question qui devient de plus en plus un sujet de discorde. Au fur et à mesure que cette guerre se poursuit, c'est de savoir si les États-Unis auront besoin de leurs partenaires et alliés mondiaux pour les aider de différentes manières dans ce combat. Évidemment, nous avons vu des tensions ces derniers jours entre les États-Unis et certains alliés en Europe et en Asie, indépendamment des désaccords sur la façon dont la guerre a commencé, étant donné ce que nous avons discuté sur la capacité de l'Iran à élargir le conflit et à générer des conséquences économiques mondiales, la construction de coalitions et la gestion des alliances deviennent essentielles. Les États-Unis ont fait un excellent travail avec Israël jusqu'à présent, malgré quelques petits désaccords, mais maintenant cela va exiger un effort beaucoup plus global. Les États-Unis doivent agir en leader de diverses façons, même sans l'implication directe de nos alliés et partenaires dans les combats. Tout bien. Merci beaucoup pour votre présence. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Merci beaucoup à vous aussi.